Nous savons aujourd'hui que des peuples qualifiés de primitifs, ignorant l'agriculture et l'élevage, vivant principalement de chasse et de pêche, de cueillette et de ramassage des produits sauvages, ne sont pas tenaillés par la crainte de mourir de faim et l'angoisse de ne pouvoir survivre dans un milieu hostile. Leur petit effectif démographique, leur connaissance prodigieuse des ressources naturelles leur permettent de vivre dans ce que nous hésiterions sans doute à nommer l'abondance. Ils disposent de plus de loisirs qui leur permettent de faire une large place à l'imaginaire, d'interposer entre eux et le monde extérieur, comme des coussins amortisseurs, des croyances, des rêveries, des rites, en un mot toutes ces formes d'activité que nous appellerions religieuses et artistiques. Ce magnifique texte de Lévi-Strauss fait un tableau réjouissant des sociétés primitives, que l'anthropologue Marshall Sahlins avait également célébré. Comme dans le Jardin d'Éden, les sociétés de chasseurs-cueilleurs vivent dans l'abondance et l'insouciance, ne travaillant que 2 à 4 heures par jour pour assurer la subsistance de tous. Cette image idéale des sociétés d'hier doit toutefois être prise comme un mythe dont il ne faut pas être dupe, mais qui montre l'incroyable flexibilité des humains dans leur manière de penser le monde qu'ils habitent. L'idée selon laquelle les sociétés de chasseurs-cueilleurs ignorent l'effort et l'accumulation de richesses n'est en effet pas aussi générale que le pensaient Lévi-Strauss et Sahlins. Il existe beaucoup d'autres modèles qui en diffèrent. Les cueilleurs du nord-ouest de la Californie, par exemple, sont connus pour leur cupidité. Selon David Graeber et David Wengrow, leur existence s'organisait autour de l'accumulation d'argent, sous la forme de monnaie coquillage, et de trésors sacrés, et l'éthique rigoureuse de travail qu'ils avaient développée était tournée vers cette unique finalité. Les hommes n'ont pas attendu l'agriculture pour explorer toutes les possibilités de la vie sociale. La révolution agricole. Et puis, l'humanité apprend à cultiver la terre et à faire croître ses troupeaux. C'est le moment où, pour parodier Rousseau, on s'avise de clôturer un champ et de dire « Ceci est à moi ». Le choc majeur que fut l'invention de l'agriculture bouleversa la vie humaine. Un réchauffement climatique, vers 9600 avant Jésus-Christ, pourrait en avoir été la cause. Déjà. Elle commence sur le croissant fertile, cette longue bande de terre qui va des rives du Jourdain jusqu'à celle du Tigre et de l'Euphrate. En quelques siècles, l'orge et le blé y sont cultivés, avec des graines de taille nettement plus grosses que les versions sauvages antérieures. En moins de 1000 ans, l'agriculture devient une science. On apprend à utiliser les animaux de manière efficiente. Il s'agit non plus de les tuer immédiatement pour leur viande, mais de les élever pour leur laine et leur lait, ou pour tirer des chariots. L'invention de l'agriculture n'est pas le fait du seul Proche-Orient. On peut identifier 3 ou 4 autres sources au moins. En Chine, la révolution néolithique se serait produite vers l'an 7500 avant Jésus-Christ, en Mésoamérique et dans les Andes vers 3500 avant Jésus-Christ, dans l'est de l'Amérique du Nord 1000 ans plus tard. La diffusion de l'agriculture s'est produite de plusieurs manières. Parfois, les chasseurs-cueilleurs l'ont adoptée spontanément, parce qu'elle était plus efficace. La haute technologie chasse la mauvaise. Une autre manière est plus violente. Les agriculteurs maoris ont ainsi exterminé leurs voisins chasseurs-cueilleurs, les Moriori, dans une région qui se situe dans l'actuelle Nouvelle-Zélande. Parce qu'ils étaient plus nombreux. Le grand nombre s'impose.